C'est le père de Marie-Rose Delmestre, qui était resté 30 ans sonneur et qui avait conservé les mêmes traditions qu'on lui avait inculquées quand il était plus jeune, évidemment. Les sonneries et cloches de Carennac. Alors, à Carennac, pour les enterrements, il y avait 2 classes. Pour les pauvres, on ne sonnait que la grosse cloche. Et pour ceux qui étaient riches et qui avaient les moyens de payer, on sonnait les 3 cloches. On disait qu'on les faisait mettre de la confrérie. Alors c'était la confrérie, je ne sais pas laquelle, mais quand on voulait faire enterrer un mort et qu'on voulait lui rendre les honneurs, on le faisait mettre de la confrérie, ce qu'il faisait. On payait en plus. C'est l'abbé Espagnol qui a supprimé cette coutume. Parce qu'il a dit c'est absolument ridicule ça. Quand on meurt, nous sommes tous pareils. Alors on sonnera les 3 cloches pour tout le monde. Voilà. Alors l'abbé Espagnol, quand j'étais gosse, nous avions l'abbé Labruni qui était curé depuis longtemps. Et quand il est mort, c'est l'abbé Coudert qui était curé à Bétail et qui est venu le remplacer pendant un certain temps. Mais on lui a adjoint un vicaire. Et ce vicaire, c'était Espagnol. Espagnol est venu de servir Carennac et finalement il a été nommé à la cure de Carennac. Donc c'était... moi j'ai servi la messe avec l'abbé Coudert, qui était un brave homme qu'il n'y en avait pas. Il me racontait un jour qu'il labourait avec son grand-père. Et son grand-père avait 90 ans. Alors il s'était arrêté pour laisser souffler l'attelage un peu, et tu vois. Je rends service à ton père encore, mais quand je serai vieux, et que je pourrai plus, comment tu feras? À 90 ans, l'abbé Coudert me racontait ça. L'agriculture a évolué lentement. Je suppose, d'après ce qu'on a trouvé dans les tumulus du Cos là-haut, qu'on n'utilisait pas beaucoup les bœufs. Parce qu'on y a trouvé beaucoup d'os de mouton, mais si je crois que M. Pierre, on y avait trouvé un os de cheval. Mais c'est pas sûr, je me rappelle plus, mais il me semble. On n'utilisait pas à cette époque-là l'attraction animale, tant que ça. Alors pour labourer la terre, on se servait de l'arère. L'arère, au commencement, ça a été certainement une branche fourchue. On tenait un bout et puis on faisait tirer les femmes de l'autre côté. C'était la mode. C'était difficile de tenir le mancheron, là, tu comprends? Bon, je plaisante peut-être. Mais l'arère, on s'en est servi. Moi, je me suis servi de l'arère. Mon père est mort en 1935. L'année d'après, ma mère m'a dit, il faut que tu ailles, il faut qu'on fasse les raves. On faisait les raves avec l'arère. Parce qu'on prétendait qu'elles venaient plus belles quand c'était labouré avec l'arère. Alors l'arère, c'était un soc en bois. Sur le soc en bois, il y avait un soc en fer, avec une pointe comme ça, et puis un mancheron tout seul derrière. Alors on mettait un cheval ou bien des vaches ou des bœufs devant, tout dépendait de... Et alors quand on appuyait sur le mancheron trop fort, l'arère sortait dans le sol. Et si on le levait, au contraire, elle s'enfonçait. Alors moi, la première fois que je suis allé me servir de cet engin, ma mère nous avions une terre dans la plaine qui était longue. Elle dit, écoute, moi je ne sais pas m'en servir, il faut bien que tu apprennes, toi. J'avais 11 ans. Et pardi, je suis allé passer l'arère. Mais le voisin était en train de faire les raves aussi, et avec un mulet, et l'arère. À un moment donné, il en avait fait plus que moi, on avait un noyer au fond du champ, il a attaché le mulet après le noyer, il dit, tiens, je viens de te faire voir comment il faut tenir l'arère, parce que je vois que tu l'as pas fait souvent. Effectivement. Et j'ai appris à labourer avec l'arère, avec lui. Voilà.
Alors, après, on s'est servi d'une petite charrue qu'on appelait le reverche-doux, qui n'avait qu'un seul versoir. Cette charrue s'est perfectionnée. Il n'y avait qu'un seul versoir, mais il avait 2 oreilles, ce versoir. Et il pivotait sur un axe, ce qui fait que quand on arrivait en haut du sillon, on déclenchait un levier et on faisait tourner le soc et le versoir. Autrement, avant, quand le versoir ne versait que d'un côté, on était obligé de faire du labour à planche. On faisait le tour. Et pas de solution. Et puis après, on est arrivé à la charrue Brabant. Il y a eu la charrue Donbass, avec une roue. Et après la charrue Brabant, là, on labourait comme on voulait, évidemment. Parce qu'on réglait la largeur du sillon, on réglait la profondeur, etc. Pourvu qu'on puisse tirer devant. Alors, on faisait tirer la charrue par des bœufs, des vaches. Mon père avait acheté, à l'époque, ça s'appelait un avant-train tracteur agro. C'était fabriqué au Creusot. Les roues étaient en fonte, c'était haut comme ça, à peu près, là. Il y avait un moteur à 4 temps dessus. Je sais pas combien il faisait dessus, non, il comme les sociétés françaises, là. Et la charrue était en somme, c'était comme un gros motoculteur de maintenant. Voilà. Et il n'y avait pas de différentiel, ce qui fait que pour tourner, on était obligé de bloquer une roue, et alors l'autre, ça tournait sur place. Sinon, il y avait un volant, et en forçant sur le volant, on arrivait à faire tourner le tracteur, mais il fallait un rayon d'action important. On s'en servait pas pour labourer, là. Et ouais. Alors, j'avais 5 ans, 6 ans. 5 ans. Et donc, on a commencé à avoir des tracteurs ici vers 1930. À peu près. Je me souviens de 2 tracteurs. Il y en avait un chez Counor, à Magnol, là-bas. Un Forzon. Et l'autre, c'est plus récent. C'était Faury, à Bétail, qu'il avait acheté. Et c'était un Austin qui marchait indifféremment à l'essence, au pétrole ou au gasoil. Il fallait adapter un dispositif spécial et les 3 carburants fonctionnaient. Et il faisait l'entrepreneur de travaux publics et puis de battage aussi. Ce sont les 2 premiers tracteurs que j'ai vus fonctionner ici. Et Counor faisait l'entreprise de battage aussi. Mais il avait une locomotive, une énorme locomotive, et une paire de bœufs pour la traîner. C'était un jour de fête. D'abord, parce qu'on avait engrangé le grain. Et ça, autrefois, si on avait son pain et son vin, on s'estimait heureux. Parce que, avec le blé, on faisait le pain. Et le vin, c'était la vigne. Bon. Mais celui qui avait son pain et son vin, après les légumes, on les cultivait dans les champs. On semait des carottes, on semait du salsifis, on semait des salades, etc. Les pommes de terre, on en faisait tant qu'on voulait. Et c'était ce que nous mangions presque régulièrement. Alors les jours de battage, évidemment, il fallait un certain nombre d'hommes pour faire tourner la batteuse. Il en fallait une vingtaine. Ce qui fait que ce jour-là, les ménagères retroussaient les manches. Hein. Et elles avaient à cœur, surtout, de bien soigner les hommes qui venaient battre. Parce qu'après, ils le disaient, elle ne nous a pas bien soigné. Et, oui. Et on buvait beaucoup au cours de ces battages. Oui. Beaucoup de vin, mais surtout de l'eau de vie aussi. À table, c'était pas rare de mettre 2 litres d'eau de vie sur la table, puis le pressoir, il y en avait un à la maison de Georges Freyss, là, c'était le pressoir du prieuré.
tous les gens, mes grands-parents et mon père aussi, nous allions presser là. C'était le pressoir banal, mais à cette époque-là, personne ne payait. Et puis, Delmestre a fait fabriquer un pressoir et il allait chez les gens presser la vendange, les pommes, tout ce qui pouvait se presser. À façon. Voilà. Et alors, les alambics, il y avait un gars qui habitait à Lacan de Louvresac, là, et qui venait distiller. Après ça, c'est un gars de Magnac qui a acheté un alambic et puis qui a distillé pour tout le monde ici. Carenac et Magnac. Et cet alambic a été racheté après par Jeannot, par le père Jeannot. Puis, il y a eu Paul Trey. Paul Trey qui a hérité d'un alambic. À Fajoles, il avait un cousin là-haut qui s'appelait Trey, Jacques Harry, qui faisait il avait un tout petit alambic. Mais il allait à domicile aussi faire l'eau de vie dans le cos, là. Et Paul Trey a hérité de cet alambic, ce qui fait qu'il a fait le bouillard de cru avec l'alambic de Feuille, à Magnac, et avec celui-là après. Maynard avait un petit alambic aussi, il distillait sa. Alors Cyprien Moreau, il en vivait, porté à charge. Les anciens chemins ici ne permettaient pas de passer avec une charrette. La première charrette qui a été fabriquée à Carenac, c'était les tellières. Les grands-parents de Madame Vermeil, qui l'ont fait faire. Et ma mère se rappelait de cette charrette. Ouais. Tout le monde allait la voir. Parce que on portait à charge. On mettait un bas sur l'âne, le mulet ou le cheval, ça dépend. Sur le bas, on mettait la bastine, une pièce de bois. Et de chaque côté, on y mettait des banastes, ou des cordes pour accrocher les comportes. Ce qui fait qu'on portait les comportes, une de chaque côté, on n'avait pas besoin d'un chemin bien large. Ouais. Et puis d'ailleurs, personne ne songeait à les élargir, les chemins. Ils étaient entretenus par les chèvres qui broutaient les ronces. On y portait quelques pelletes de cailloux ou de terre dans des trous, mais c'était des chemins impraticables. Mais à charge, ça n'avait pas d'importance. Alors, Cyprien Moreau, transportait à charge pour les gens, n'importe quoi. Et c'était un républicain. Et il avait appris à son mulet à faire vivre la République, c'est-à-dire qu'il se dressait sur le pied de derrière. Et un jour, il emportait de la vendange à Gramat. Quand il est arrivé sur la place à Gramat, il a trouvé un copain. Il a attaché le mulet quelque part et puis ils sont allés boire un coup. Ils en ont peut-être bu deux. Et quand ils sont sortis dans le bistrot, le copain lui a dit « Dis donc, tu lui fais faire vivre la République à ton mulet ?» Ah, il dit « Oui, tu veux voir un peu ?» Eh oui, bien sûr que je veux voir. Il a fait faire vivre la République et il a oublié qu'il avait la vendange sur le... Ce qui fait qu'il a vidé la vendange sur la place de Gramat. Il n'avait pas gagné ce jour-là.